Vous écoutez les immersions sonores du podcast Les coulisses du voyage. Dans ces épisodes, je vous emmène avec moi dans des destinations que j'aime particulièrement. Que ce soit en mode slow tourisme, micro-aventure ou city trip engagé, seul ou accompagné, suivez-moi dans ces escapades durables. Aujourd'hui, c'est Sébastien, mon cher et tendre à qui j'ai prêté mon micro et mon enregistreur, qui va vous emmener en balade. Il est parti à la découverte de la faune et de la flore d'une région méconnue de l'île de beauté, la Corse orientale. Au fil des rencontres avec des guides, des producteurs et des acteurs locaux, il va percer quelques-uns des secrets de ce fabuleux territoire. Me voici arrivé en Corse orientale pour une bonne semaine de voyage. Je vous emmène en immersion sonore, je vais faire plein de belles rencontres, je pense que ça va être absolument fantastique. Alors pour vous situer, la Corse orientale, c'est à peu près à mi-chemin entre Bastia et Porto Vecchio. Et sans plus attendre, je vais tout de suite me diriger vers le nord à Aleria pour aller découvrir le territoire depuis l'eau. C'est pour moi le meilleur moyen de se mettre dans l'ambiance et je vais rencontrer pour ça Denis qui est le gérant du club nautique. Alors j'ai bien envie de découvrir le littoral à partir d'ici, d'Aleria. Et je voudrais savoir un peu ce que tu pourrais me proposer. Alors on propose donc la découverte de la basse vallée du Tavignane, site classé Natura 2000, au départ de Cateraggio. En canoë, en kayak, monoplace, biplace, en stand-up paddle. On a des stand-up paddle très, très stables pour une initiation. Voilà, donc chacun, en fonction de son niveau, s'il vient tout seul, en couple, en famille avec de jeunes enfants, part et choisit telle ou telle embarcation. Bon, moi, il commence à faire un petit peu frais, hein. On est en automne, donc je crois que je vais aller plutôt vers le kayak. J'ai un peu peur de tomber, en fait, j'avoue, sur le stand-up paddle. Oui, c'est la meilleure solution en kayak. Et puis on peut même mettre des bouchons, comme ça l'eau ne rentre pas au niveau des fesses. Oui, en fait, vous êtes ouvert toute l'année, du coup. Alors oui, on est ouvert toute l'année parce qu'on a une école de pagaie pour les plus jeunes de 8 à 10 ans. Et on a une école de pagaie pour les pré-ados, collégiens et lycéens, collégiennes et lycéennes. Alors là, je suis devant le parcours, je vois qu'il y a une petite tortue. Mais il y a des tortues ici ? Et oui, on peut découvrir les tortues cistudes, ou tortues boueuses, cistudes d'Europe. On en dénombre de plus en plus d'ailleurs dans la basse vallée du Tavignane, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a quelques coins où il y a des familles entières avec deux petites tortues et les deux plus grands parents, en sachant que la femelle est un peu plus grande que le mâle. Bon, je vais faire chauffer les bras et puis c'est parti. J'adore découvrir un territoire depuis l'eau. Je pense que c'est vraiment le moyen idéal de se déconnecter, de se poser, de décaler légèrement son regard en à peine quelques mètres depuis le bord. On voit les choses totalement différemment. Tous les sens se mettent en éveil et on est à l'affût du moindre bruit, de la moindre odeur, du moindre mouvement. Écoutez-moi ce calme, juste moi et les bruits de la nature. J'aperçois un rapace tournoyer au loin là-bas et je vais essayer de m'approcher pour voir si c'est pas un milan royal. Ça m'étonnerait pas parce qu'il paraît qu'il y a la plus grande concentration de ce rapace au monde ici en Corse. Je viens d'arriver en face de falaises sablonneuses et je pense, vu la description que m'en a fait Denis, que ce sont les nichoirs des guêpiers d'Europe. Ils ne sont pas là en ce moment puisqu'on est en automne et qu'ils viennent plutôt au printemps et à l'été, mais ce doit être un spectacle hallucinant. Moi j'ai vécu un superbe moment sur l'eau, en plus il y a un très beau temps malgré le fait qu'on soit en automne, ça c'est l'avantage de la Corse. Et j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des oiseaux à la pelle, mais je ne sais pas exactement lesquels, je pense qu'il y avait des garzettes, il y avait des hérons cendrés, mais peut-être d'autres choses. Et j'ai cru, alors je suis pas certain, voir un balbuzard pêcheur, est-ce que c'est faisable ? Oui, c'est faisable parce que justement à côté d'El Sal, on a une zone de nidification d'oiseaux qu'on ne voit pas ailleurs. Alors j'ai pu observer aussi pendant ma balade un fort, il y a quand même du patrimoine le long de ces cours d'eau. Alors on a le fort de Mâtre qui est splendide.
qui date de l'époque romaine. Alors il y a beaucoup de gens qui du fort peuvent observer la vallée magnifique avec le Tavignan et ses méandres et qui viennent de fait pagayer au club nautique. Et inversement, beaucoup de gens qui font la balade au club nautique qui peuvent observer le fort en contrebas. Le territoire est extrêmement riche. On peut faire donc de la mer à 3 km du club nautique. On peut faire de l'eau vive quand on a la chance d'avoir des précipitations importantes à l'automne ou pendant l'hiver. Et on peut faire de l'eau calme toute l'année. Donc sur un territoire très peu dense, on a les 3 milieux que peut proposer n'importe quel club de canoë-kayak sur le continent et nous c'est le cas ici en Corse et de fait on est la seule école française de canoë-kayak de Corse. Eh bien, félicitations. Non, c'est un bel engagement et en parlant d'engagement, j'ai vu que vous étiez donc membre de Écotourisme Corse Orientale. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pourquoi vous êtes engagé dans cette démarche ? Alors ça nous tenait à cœur d'intégrer ce dispositif d'écotourisme parce qu'on est une activité physique de pleine nature. On fait en sorte de prendre soin, bien entendu, du fleuve et ça toute l'année avec l'école de pagaie. On met en place aussi des initiatives océanes dans le cadre des Surfrider Foundation où on nettoie le littoral et le maquis à Marestein. Eh bien, merci beaucoup Denis, j'ai appris énormément de choses et en plus je me suis fait plaisir sur l'eau, donc c'était absolument parfait. La suite du programme promet d'être tout aussi intense puisque je vais retrouver Steven qui est chargé du programme de réintroduction du cerf au Parc naturel régional de Corse. Je profite de mon arrivée dans la plaine orientale pour vous dire que c'est un peu le grenier de la Corse en fait. Il y a assez peu d'étendues aussi vastes de plaine en Corse, donc c'est ici qu'on produit beaucoup de produits, notamment la fameuse clémentine, mais aussi des vignes, des oliviers, plein d'autres bonnes choses que je découvrirai un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a des arbres remarquables, absolument magnifiques. J'ai un pistachier millénaire devant moi et aussi un chêne avec des formes absolument incroyables. Bref, rendez-vous avec Steven pour l'observation du fameux cerf corse. Alors on va chuchoter parce qu'on est encore sur la vue ici et puis on n'est pas à l'abri de voir d'autres cerfs, mais on vient juste observer trois cerfs, 2 biches et un cerf a priori. Alors ouais, on avait la biche et ses 2 progénitures, donc son jeune mâle de l'année passée, qui a un peu plus d'1 an maintenant, qu'on appelle R, parce qu'il a à l'étage intermédiaire entre R et Daguet. Et on avait donc le faon de l'année, dont on ne peut pas déterminer le sexe parce qu'il est encore trop jeune, mais qui a à peine quelques mois. Donc là on est mi-octobre et c'est déjà, la saison du brame est déjà passée. Du coup c'est une caractéristique du cerf corse de bramer plus tôt. Alors c'est vrai que c'est dans les différenciations qu'on a avec le cousin continental, le cerf élave continental, c'est le fait que justement le brame lui débute chez nous début août en général, mi-août. Cette année le pic c'était fin août, début septembre et ça décline progressivement au fil des semaines et début octobre en général, c'est vraiment la fin du brame en Corse. C'est quoi les autres différenciations à part le décalage du brame du coup? Alors c'est surtout au niveau de la morphologie, des mesures, ce qu'on appelle morphométriques. On a donc des animaux qui sont de taille bien moins importante que ceux du continent. Au garrot, il va faire 1m10, le mâle chez nous, quand il fait plus d'1m50 sur le continent. Au niveau du poids, largement inférieur aussi, un maximum, nous ça fait 130 kg, un mâle. Sur le continent, on est à plus de 200 kg. Et au niveau de la ramification des bois aussi, on a des bois qui sont beaucoup moins ramifiés, comme on dit, avec des andouillés moins nombreux par rapport à ceux du continent. Nous, au maximum, les plus gros cerfs vont porter 14 corps en général. 14 corps, c'est assez classique sur le continent. Donc c'est vraiment dû en fait au maquis et au biotope très très fermé dans lequel il vit et dans lequel il s'est développé pendant plusieurs milliers d'années. Du coup, là, pour vous décrire un petit peu l'ambiance, on est assis dans le maquis, on est un petit peu caché par un arbre, par les arbustes qui nous entourent. Et le but, évidemment, c'est de rester le plus discret possible,
Alors on chuchote, on devrait peut-être même un peu moins parler fort, mais bon. Quelles sont les règles principales pour pouvoir observer un animal sauvage ? C'est vraiment l'approche naturaliste classique où on rentre dans un environnement sauvage pour justement observer des animaux sauvages et qui sont très très méfiants. Donc ce qui prime vraiment, c'est la discrétion absolue, faire le moins de bruit possible, ne pas être trop près non plus et surtout à bon vent parce que l'odorat c'est le sens le plus développé qu'il a. Ensuite l'ouïe, grâce à ses grandes oreilles qui sont comme des grands radars, il capte les sons très très rapidement et sur plusieurs centaines de mètres. Et enfin la vue, il faut rester immobile et le moins visible possible parce que il voit surtout ce qui est en mouvement, donc pas trop ce qui est immobile. C'est pour ça que là on s'est bien tapis derrière ce petit chêne et derrière la bruyère arborescente qui nous masque complètement. Et tout à l'heure, du coup, on était sur un autre poste d'observation et on a vu qu'ils étaient effrayés. Après, on a croisé que c'était des chasseurs en fait qui arrivaient, alors qu'ils étaient quand même très loin. Ils étaient à plusieurs centaines de mètres et le simple fait d'avoir entendu les clochettes et ensuite de voir les gilets oranges arriver, ils ont compris de suite qu'il y avait une battue dans le secteur et ils ont pris leur distance très rapidement. C'était des femelles qui étaient avec leurs petits justement. Alors évidemment, il n'y a jamais de garantie d'observation quand on vient. Mais il vaut mieux venir au crépuscule ou à l'aube quand même, pour se donner plus de chance. Oui, c'est toujours les meilleurs créneaux pour observer de toute façon la faune sauvage, et en particulier le cerf, en pleine journée, puisque c'est une espèce en plus qui est assez tranquille. On l'a vu ça sur l'activité de nos collègues GPS, il se déplace très peu, puisque c'est un grand ruminant, donc il va passer un maximum de temps à se nourrir et à ruminer le reste de la journée, mais il va sortir pour se nourrir justement la nuit. Donc on peut l'observer jusqu'au début du crépuscule. Et ensuite, l'aube, c'est aussi une période la plus intéressante pour les observer. Puis bon, même si on n'en voit pas, de toute façon, on est bien en plein milieu de la nature. Là, on est entouré du maquis, on a les odeurs, on a les sons, on a les oiseaux. Là, au loin, j'aperçois une mer de nuages au fond de la vallée. La lumière du matin, c'est vraiment juste, ça suffit. Ouais, c'est toujours la période la plus intéressante pour l'observation, pour la photographie, pour les images. Et puis c'est vrai que la nature, entre guillemets, se réveille aussi. On a toutes ces odeurs du maquis qui ressortent. La bruyère arborescente qui est juste devant nous, le thym sauvage, le chêne qui est au-dessus de nous, les châtaigniers juste en face. Puis en plus, on a cette diversité paysagère qui est remarquable. Là, ici, le biotope est très très riche, très diversifié. Et ça nous offre aussi un spectacle visuel exceptionnel. En tout cas, un grand merci de m'avoir amené ici. Moi, je vis un moment délicieux. On est ravis, nous aussi, d'avoir toujours la possibilité de faire découvrir ça. Franchement, ton bureau, il est sympa. Après cette immersion dans la plaine orientale et dans le maquis en moyenne montagne, direction la haute montagne où cette fois-ci je vais observer, je l'espère, le roi de la montagne corse, j'ai nommé le mouflon. Hors de question de me rendre seul dans les hauteurs du maquis corse parce que le mouflon est une espèce très très sensible au dérangement, encore plus que le cerf. Donc je vais avec quelqu'un qui connaît bien son comportement, les endroits où on peut l'observer en toute sécurité sans le déranger. Allez. Alors nous sommes arrivés dans un espace très ouvert, propice à l'observation du mouflon, et en contrebas, on voit à la fois des aiguilles rocheuses absolument incroyables, et au fond, la mer à peine brumeuse, avec des couleurs incroyables. C'est juste dingue. Cela faisait à peu près 2 heures que nous marchions depuis le refuge de Tova avec Stéphane, en prenant bien garde à rester discret, quand soudain... Ça y est, on les a trouvés. On a un groupe, une harde, juste en dessous de nous en contrebas. Je sais pas, 300-400 mètres. Je suis trop content. Putain, en plus, les conditions sont idéales. Le panorama derrière est fou. Ils sont un petit peu loin, mais c'est pas grave, c'est vraiment trop beau. Ça fait une bonne heure qu'on les observe maintenant. Et ils sont là, tranquilles, en train de paître. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est pas en train de brouter,
qui doit regarder pour les autres si jamais il y a un danger qui arrive, alors que les autres sont en train de manger tranquillement. C'est fou. Mange ton fromage. Ouais. Bon Stéphane, merci bien pour ce bon repas. Ça fait du bien. Dans ce cadre-là, ça a toujours une saveur différente. C'est clair. Je t'ai initié aux produits identitaires. Identitaire, carrément. Et dans le cadre qui s'y prête. Ouais. Du coup, toi, t'es guide de moyenne montagne, on dit ça comme ça ? Accompagnateur en montagne. Accompagnateur effectivement. en montagne. Donc, dans tes activités, t'es amené à côtoyer de temps en temps les mouflons. C'est ça, c'est ça. Alors, t'es pas forcément spécialiste des mouflons, mais en tout cas, tu les côtoies assez régulièrement. Ça m'arrive de tomber sur eux sans pour autant le chercher. Et c'est souvent comme ça. Donc ici, on a la chance d'être en Corse orientale sur sa partie méridionale, où une partie de la montagne qui limitrophe avec les aiguilles de Baville est un lieu de présence de ce fameux mouflon. Dans notre montagne et haute montagne, on trouve des paysages très minérales. On a pu le voir par le biais des pics de Baville, mais également de sommets plus doux et qui donnent une dimension d'un massif propice à l'élevage, puisque ce sont des zones d'estive, on en a parlé, et ont été façonnées à une époque où la Corse a connu une glaciation. Donc il y a la présence non plus de glaciers, mais des vestiges qui sont notamment les fameux lacs d'altitude. Et dans ces paysages-là, ou autour, on peut croiser aussi quelque chose de très spécifique ici. Tu me parlais, c'est une sorte de petits lacs, comment tu appelles ça ? Alors on appelle ça des pozzines dans le jargon géologue. On a un site qui s'appelle Ipozzi en Corse, qui veut dire littéralement le trou d'eau, la vasque, et qui n'est autre qu'une vaste tourbière parsemée de vasques d'eau. C'est le cas ultime de comblement, l'étape ultime du comblement du lac d'origine glaciaire. Il faut imaginer ça aussi. On a cet aspect estival en disant tiens, c'est des lieux de randonnée très prisés, avec des beaux paysages. Et l'hiver, on a en contrepartie, dès 1006, pratiquement un manteau neigeux qui dure 5 mois pratiquement de l'année. C'est vrai que c'est moins l'image de la Corse qu'on a, ce manteau neigeux, et pourtant, là, on est on voit la mer d'ici. Et il nous arrive de pratiquer de la randonnée raquette, du crampon avec des guides de haute montagne, voire du ski de randonnée. On a la chance de skier des pistes, des pentes face à la mer. Il faudrait que je revienne en hiver. C'est avec plaisir. On te fera vivre ce genre d'expérience. Je ne peux pas faire un séjour en Corse orientale sans découvrir quelques-uns de ses produits phares, et notamment le fameux fromage de brebis. Donc je vais dans une fromagerie, je vais rencontrer Martine qui fait un des meilleurs fromages de l'île. Bonjour Martine, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici comme beau fromage ? Alors nous sommes des producteurs de fromage de brebis au lait cru et nous sommes installés ici depuis plus de 30 ans. Donc en arrivant ici, j'étais vraiment surpris, vous êtes dans un cadre absolument sublime. On est au milieu du maquis, en moyenne montagne, il n'y a personne autour, c'est absolument génial. Mais bon, il doit y avoir quand même quelques contraintes, non ? Oui, bien sûr, quand on vit isolé, il y a des contraintes. Mais nous étions des bergers de chèvres et donc au départ on était éleveurs de chèvres et la chèvre vit dans ce genre d'environnement. Et donc après, quand on est devenu artisan fromager et producteur de fromage de brebis, on a accepté ces contraintes et on fait un peu plus de kilomètres que les autres. Et on galère un peu aussi par rapport à la zone blanche, Internet et j'en passe, voilà. Mais du coup, pourquoi vous avez choisi de rester ici plutôt que d'aller en plaine ? Vous auriez pu vous faciliter la vie ? Déjà parce qu'on est propriétaire du terrain et de notre bâtiment, et puis aussi parce qu'on aime vivre comme ça, qu'on s'habitue à être dans cet environnement merveilleux. C'est une très très bonne raison. En ce moment, on est mi-octobre et donc il n'y a pas de production de fromage. Ça va de quelle période à quelle période ? Alors on va commencer à produire autour de la Toussaint, en général début novembre, et on va cesser la production courant juillet. Mais c'est vrai que la Corse a une production qui est très précoce dans la saison, par rapport au continent, comme on dit ici. Alors ça, c'est une salle d'égouttage. Du lait jusqu'au fromage dans l'assiette, il y a combien de temps ? C'est minimum 1 mois. Ok.
Voilà. Et celles qui sont que c'est une pièce très acide. Oui. Voilà, ça te prend à la gorge. Ouais, y a un truc. En fait, quand on fabrique un fromage, on va acidifier. À partir du moment où il est fabriqué, on va chercher à acidifier pour l'égouttage, parce que l'égouttage, il est bien meilleur quand la pâte s'est acidifiée. L'affinage, c'est le contraire qui se passe. On va désacidifier pour revenir vers des pH différents. Donc on remonte le pH en fait. Et du coup, et en fait, dans l'air, on a... C'est la vie qui va commencer à arriver sur le fromage, qui va jouer ce rôle de désacidification et qui va apporter les arômes. Alors l'affinage, c'est une pièce maîtresse, c'est une cave en fait. Ouais. Voilà. C'est la partie ancienne ici. On voit qu'on est encore en carrelage et en... C'est là qu'il y a tout le trésor. C'est le trésor de Xavier. Alors je vois que vous avez une très belle cabane là juste à côté et on peut venir y dormir. Oui, bien sûr, c'est notre seconde activité. Donc on a créé cette cabane sur pilotis au bord d'un petit ruisseau qui s'appelle la cabane du bandit. Et on a voulu jouer un petit peu avec bien sûr l'image du bandit corse. Et parce que le ruisseau s'appelait ou Bandio Loup, donc moi ça m'a fait penser un peu au bandit. On a aussi une autre maison qui est un gîte et qui est aussi dans l'écotourisme. Alors franchement, je vais vous dire, au bord du ruisseau avec une petite piscine naturelle, cette cabane en bois perchée, elle est absolument magnifique. Ça donne très très envie. Je crois que je vais revenir et je vais dormir ici moi. Vous faites partie d'Écotourisme Corse Orientale. Et c'est quelle partie? C'est le fromage? C'est la cabane? C'est les deux? C'est les deux. En tant qu'artisan pour la production fromagère et en tant que loueur de gîtes ou de chambres d'hôtes. Alors c'est quand même un engagement fort. Et pourquoi vous êtes inscrite dans cette démarche? Je crois que c'est viscéral chez nous. Quand on vit dans un environnement comme ça, on a envie de le préserver. Et donc même pour l'activité fromagère qui pourrait être polluante, par exemple, je donne un exemple, on fait récupérer notre petit lait après le broach. On le renvoie dans un circuit parallèle. Et là, il y a un éleveur de cochons qui est aussi dans le réseau d'écotourisme, qui vient récupérer le petit lait pour le donner à ses cochons. Voilà, c'est un exemple de quelque chose qui nous permet de ne pas trop polluer, parce que nous sommes quand même à côté d'un ruisseau. Alors, nous essayons de suivre la charte, pouvoir travailler et vivre en pleine nature sans que l'impact sur l'environnement soit trop violent. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut visiter la Corse orientale? Qu'elle ne choisit pas nécessairement la mer, parce que la mer c'est facile à aimer, mais le paysage il est un peu toujours le même si en Corse c'est très beau. Donc moi je dirais, venez voir l'intérieur, parce qu'on a cette chance terrible d'avoir des odeurs incroyables. Alors les odeurs d'après la pluie, mais par exemple au printemps, avec le maquis corse qui est en fleurs, pour moi c'est la plus belle période. À l'approche sensorielle, je trouve ça magnifique, parce qu'on est souvent porté aujourd'hui sur le visuel, mais c'est un sens parmi les 5, et quand on décuple ça avec l'odorat, avec l'ouïe, avec le toucher, c'est formidable. Alors est-ce qu'il y a des différences entre la côte et la montagne? Alors en matière d'accueil, moi j'en suis persuadée. En matière d'accueil touristique, il y a une grosse différence. Et les clients, les autres nous le disent, qu'est-ce qu'on est bien reçu chez vous, vous avez un peu plus de temps. On a besoin de ces échanges. Déjà, pourquoi? Parce qu'on est isolé. Donc quand il y a rencontre avec quelqu'un qui vient dormir ici ou qui vient acheter du fromage, on a envie de lui donner un peu de notre temps. C'est pour ça qu'on a une boutique de vente directe, qu'on accueille, qu'on fait des dégustations, qu'on parle de nos produits, qu'on parle du lait cru qui est notre fer de lance. Et pour les gens qui dorment chez nous, on a l'occasion de leur offrir un petit apéro, de passer un peu de temps avec eux. Alors évidemment, pas avec tout le monde, ça dépend des jours et de notre disponibilité, mais c'est ça qui nous enrichit, ce sont les échanges. C'est pas dans un seul sens, ça fonctionne pas que dans un sens. Ouais, et puis ça dépend aussi si le gars il est sympa ou pas. Tout à fait. Mais par exemple, nos derniers hôtes dans la cabane, on a fini au restaurant ensemble parce c'était un coup de cœur, quoi. Voyager, ce n'est pas que avoir une boulimie d'images. Voilà. Moi, ce qui me dérange dans le tourisme industriel, c'est ça. Ça veut dire que, par exemple, j'ai des hôtes qui vont me dire « Ah, je viens chez vous ce soir, mais je fais le Cap Corse avant. » C'est complètement aberrant de faire le Cap Corse avant de venir dormir ici. On a besoin de se poser dans le Cap Corse. Le Cap Corse, il est magnifique. Prenez votre temps, faites-le à vélo, posez-vous. Ne faites que le Cap Corse. Mais n'allez pas voir le Cap Corse avant de venir dormir chez moi. Vous allez arriver épuisé, vous aurez vu que des images qui seront juste comme ça passées dans votre tête. Et vous aurez rien senti du Cap Corse. Eh bien, c'est pareil pour la côte orientale. Donc la côte orientale, il faut s'y poser, il faut la découvrir, il faut y rester. C'est ce qu'on appelle le slow tourisme. On prend son temps. Ça peut être une belle conclusion à cet échange. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était vraiment un beau moment. C'est un plaisir pour moi aussi.
Il me reste encore quelques heures avant de rentrer à la maison, donc je vais en profiter jusqu'au bout en allant visiter la réserve naturelle de Terenzana qui est l'occasion de se délecter encore un petit peu du littoral et de ses étangs. Alors là j'arrive juste à un belvédère et c'est absolument splendide. Pour vous dire un peu, je suis en hauteur et j'ai vu sur un énorme étang, je crois que c'est l'étang de Diane, avec en fond la mer. Et je pense que c'est le genre d'endroit où il y a une quantité astronomique d'oiseaux. J'ai bien envie de descendre pour aller voir ça. Allez, c'est parti. Je suis tombé sur des petits points loin sur l'étang, blancs et roses, et je suis quasiment sûr que ce sont des flamants roses. Donc, changement de direction, je vais m'approcher d'eux. Il y a une colonie de flamants roses juste devant moi, à peut-être 200-300 mètres. Oh, ils font un boucan pas possible, c'est vraiment magnifique. Un spectacle en plus inattendu. Je savais même pas qu'ils pouvaient être ici à cette époque de l'année. Je suis vraiment trop chanceux. Alors, j'ai poursuivi le chemin et comme vous pouvez l'entendre, je suis arrivé jusqu'à la mer, jusqu'à la plage. Et en fait, c'est une sorte de langue de sable coincée entre l'étang et la mer, absolument de toute beauté. Et tout au bout, il y a comme une tour, un bastion qui devait protéger les lieux. Et ça fait comme une sorte d'allégorie pour signifier la fin de ce voyage. Voilà, je suis arrivé au bout. Et il va être temps de rentrer bientôt à la maison. Plein de souvenirs et de belles rencontres. Si cette immersion sonore vous a donné envie d'en savoir plus, je vous invite à aller lire notre article sur ce territoire ou bien encore à consulter le site internet Écotourisme Corse Oriental. Il recense tous les acteurs impliqués dans une démarche de tourisme durable. Vous y trouverez notamment des guides nature, des prestataires d'activités, des hébergeurs ou bien encore des producteurs locaux. Bref, tout le nécessaire pour organiser un séjour éco-responsable en Corse orientale. Bien entendu, tous les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Et avant de partir, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire ou de nous écrire un petit peu ce que vous avez pensé de cette immersion sonore sur notre compte Instagram @globeblogger. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. En attendant une prochaine immersion sonore, je vous souhaite de très très belles escapades ici ou ailleurs. À bientôt!